Delilah Carrington, PDG noire d'un empire automobile de luxe valant plusieurs milliards, reçut une lettre qui allait bouleverser sa vie. Un client noir relatait avoir été humilié dans l'une de ses concessions. Déterminée à découvrir la vérité, elle prit une décision inattendue. Elle abandonna son apparence soignée, se déguisa en cliente ordinaire et se rendit sur place. Ce qu'elle y découvrit la laissa sous le choc. La lettre tremblait entre les mains de Delilah Carrington. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa lecture, sa respiration devenait plus lourde. « On m'a traité comme si je n'avais rien à faire là », disait la lettre. « Les vendeurs m'ont regardé comme si j'étais venu voler une voiture, pas en acheter une. » Delilah ferma un instant les yeux. En tant que PDG de Carrington Luxury Cars, l'une des marques automobiles de luxe les plus prestigieuses au monde, elle avait bâti sa réputation sur la qualité et l'excellence du service client. L'idée qu'un client ait été discriminé dans l'une de ses concessions ne la mettait pas seulement en colère, cela la blessait profondément. Lévi, appela-t-elle, et son assistant entra immédiatement dans le bureau. « Je dois aller à Los Angeles. Dois-je organiser une visite officielle et prévenir la direction de la concession ?» « Non, » coupa Delilah, les yeux toujours rivés sur la lettre. « J'irai incognito. Je veux voir de mes propres yeux ce qui s'y passe. » Lévi fronça les sourcils. « Vous en êtes sûr ? Le conseil d'administration n'appréciera pas que vous meniez une enquête personnelle sans autorisation. Un homme noir est entré dans ma concession, prêt à dépenser plus de 200 000 $ pour l'une de nos voitures, et il en est ressorti humilié. Je veux comprendre pourquoi. » 3 jours plus tard, Delilah gara sa voiture de location à quelques rues de la concession Carrington de Los Angeles. Exit son tailleur impeccable, elle portait un jean, un simple chemisier et des baskets. Lorsqu'elle poussa la porte, une bouffée d'air conditionné glacé l'accueillit. L'espace était vaste, éclairé avec soin pour mettre en valeur les lignes des modèles d'exception exposés. 3 vendeurs discutaient près du comptoir central. L'un d'eux jeta brièvement un regard dans sa direction avant de reprendre sa conversation. Delilah se promena lentement entre les voitures, effleurant parfois un capot brillant ou jetant un œil à l'intérieur d'un modèle. 10 minutes passèrent, et personne ne vint l'accueillir. À ce moment-là, un couple blanc entra. Il ne fallut pas 5 secondes avant que 2 vendeurs ne se précipitent vers eux. « Puis-je vous aider ? Notre tout dernier modèle vient d'arriver. Je suis sûre qu'il va vous plaire. » Un nœud se forma dans l'estomac de Delilah. Elle décida de pousser l'expérience plus loin. « Excusez-moi, » dit-elle en s'approchant du comptoir où se tenait le 3e vendeur. « Je suis intéressée par le modèle Galaxy GT. » L'homme, dont le badge indiquait le prénom Marc, la dévisagea de haut en bas. « Le Galaxy démarre à 150 000 $, informa-t-il d'un ton légèrement condescendant. « Je sais, j'aimerais faire un essai. » Marc hésita. « Je vais devoir vérifier si nous en avons un de disponible. En général, nous fonctionnons sur rendez-vous pour ce modèle. » À ce moment précis, un homme sortit d'un bureau à l'arrière, vêtu d'un costume impeccable, dégageant une aura d'autorité. Elle le reconnut immédiatement grâce aux photos, Emerson Van, le directeur de la concession. Emerson passa devant elle sans même un regard, mais s'arrêta pour saluer chaleureusement le couple blanc qui venait d'entrer. Quelques instants plus tard, le couple fut conduit directement vers les modèles premium, tandis que Marc annonçait à Delilah qu'aucun Galaxy n'était disponible pour un essai ce jour-là. Elle resta encore 1 heure, suffisamment longtemps pour voir 3 autres clients noirs subir un traitement similaire au sien, suffisamment longtemps pour voir des vendeurs chuchoter et ricaner lorsqu'une femme noire posa une question sur le prix d'un accessoire, suffisamment longtemps pour voir Emerson Van donner discrètement des instructions à un vendeur pour rediriger ses clients vers certains modèles, alors qu'un homme noir en costume demandait précisément à voir la dernière nouveauté d'eux. La marque. Quand elle quitta la concession, ses mains tremblaient, non pas de nervosité mais de rage. Elle attrapa son téléphone. « Je crois qu'on vient de comprendre pourquoi nos ventes sont si faibles en Californie. J'ai besoin que tu contactes notre service juridique et que tu apportes une caméra. Nous allons avoir besoin de preuves. » En retournant à son hôtel, Delilah ne parvenait pas à détacher son esprit de ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas un incident isolé, ce n'était pas une erreur de formation, c'était systématique, c'était intentionnel, et cela se déroulait sous le nom que son père avait bâti et qu'elle avait hérité. La lumière de l'ordinateur portable éclairait le visage tendu de Delilah dans sa chambre d'hôtel. Il était presque minuit, mais le sommeil lui semblait hors de portée. Sur l'écran, un tableau Excel affichait les chiffres des ventes des dernières semaines, classés par origine ethnique. Le schéma était indéniable. « C'est pire que ce que j'imaginais », souffla-t-elle à Lévi, installé dans le fauteuil voisin. Le taux de conversion des clients noirs et latinos est 2 fois inférieur à celui des blancs.
C'est alors que Lévi ajusta ses lunettes et se pencha pour mieux voir Emerson, qui demandait au vendeur de mieux qualifier les clients, un code à peine voilé pour parler de discrimination raciale. Delilah prit une profonde inspiration. Il nous faut des preuves irréfutables, quelque chose qu'ils ne pourront pas nier. Le lendemain à 11h, un homme blanc poussa la porte de la concession Carrington. Quentin, un acteur engagé par Delilah, portait pratiquement la même tenue qu'elle la veille. Caché dans la poche de sa chemise, une petite caméra enregistrait tout. Garés de l'autre côté de la rue, Delilah et Lévi suivaient la scène en direct sur une tablette. La différence de traitement fut immédiate et flagrante. Emerson Van en personne vint accueillir Quentin, lui proposa un café et l'escorta directement vers les modèles les plus prestigieux. La conversation était fluide, sans aucune question sur sa capacité financière ni proposition de modèle plus abordable. « Tu as vu comme il sourit ? Hier, ce même homme ne m'a même pas regardé. Aujourd'hui, il lui déroule le tapis rouge. » L'essai routier qui lui avait été refusé fut aussitôt proposé à Quentin, accompagné d'explications détaillées sur le financement et les options de personnalisation. « On a tout ce qu'il nous faut », conclut Lévi après 40 minutes d'enregistrement. Alors qu'ils quittaient leur poste d'observation, Delilah aperçut une jeune femme sortir de la concession. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange d'inconfort et de résignation qui attira son attention. « Attends, dit-elle à Lévi, cet employé, je crois l'avoir déjà vu. » La femme, qui semblait avoir une trentaine d'années, marcha jusqu'à un petit café au coin de la rue. Sur un coup de tête, Delilah demanda à Lévi de se garer à l'intérieur. Delilah s'approcha de la table où l'employé était assise seul. « Puis-je m'asseoir ?» L'employé, dont le badge toujours accroché à son cou indiquait Gabrielle Aragon, conseillère commerciale, leva les yeux, surprise. « Oh oui, bien sûr. » Delilah s'installa et observa son visage. « Vous travaillez chez Carrington, n'est-ce pas ?»« Gabrielle, dit-elle. »« Oui, pourquoi ?»« Je m'appelle Delilah Carrington. » Les yeux de Gabrielle s'écarquillèrent et elle faillit renverser son café. « Madame Carrington, je ne savais pas que vous étiez en ville. »« Personne ne le sait et je préfère que ça reste ainsi pour le moment. » Gabrielle déglutit difficilement. « C'est à propos de l'email du client, n'est-ce pas, Monsieur Thompson ?» Cette fois, c'est Gabrielle qui fut surprise. « Vous êtes au courant ? C'est moi qui l'ai accueilli au départ, » avoua Gabrielle. « J'ai essayé de l'aider, mais Emerson a des règles non officielles. Quand je me suis éloignée pour chercher un catalogue, il a pris le relais et disons que Monsieur Thompson est reparti furieux. » Delilah se pencha légèrement en avant. « Gabrielle, j'ai besoin de savoir si ça arrive souvent. Tous les jours, quand un client qui ne correspond pas au profil idéal entre, on utilise des termes spécifiques à la radio, visiteur en zone VIP. Ça signifie qu'on doit être dissuasif, et vous participez à ça. »« J'ai besoin de ce travail, » murmura Gabrielle, les yeux brillants. « Ma mère est malade. J'ai des factures médicales à payer, mais chaque fois que je dois détourner un client à cause de la couleur de sa peau, j'ai l'impression de perdre une partie de moi-même. » Pendant près d'une heure, elle révéla d'autres détails. Des emails codés, des réunions où Emerson donnait explicitement des instructions sur la manière de filtrer les clients, des primes attribuées à ceux qui maintenaient le standard de clientèle. Pendant ce temps, à la concession, Emerson remarquait l'absence prolongée de Gabrielle. Quelque chose le troublait. La veille au soir, il avait constaté que quelqu'un avait consulté les statistiques de vente dans le système. À présent, en visionnant les enregistrements des caméras de sécurité, il remarqua la femme qui était entrée la veille, celle que Marc avait dissuadée de faire un essai routier. Il y avait quelque chose de familier chez elle. Il attrapa son téléphone. « Sécurité, j'ai besoin que vous vérifiez toutes les vidéos des 3 derniers jours. Cherchez une femme noire autour de 40 ans, cheveux bouclés, et trouvez-moi Gabrielle Aragon dans le café. » Delilah offrait un café à Gabrielle. « J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le système de l'intérieur, quelqu'un qui puisse m'aider à documenter ce qui se passe. »« Il va s'en rendre compte, » murmura Gabrielle en frissonnant. « Emerson a des yeux partout. Je peux vous protéger, vous garantir un autre emploi si nécessaire. » Le téléphone de Gabrielle vibra, un message d'un collègue. « Emerson te cherche, il a l'air furieux. » Gabrielle pâlit. « Je crois qu'il est déjà trop tard. » La salle de réunion du siège de Carrington Luxury Cars à New York était chargée d'une tension palpable. De retour à son apparence impeccable, Delilah faisait face aux 12 membres du conseil d'administration. Derrière elle, les preuves rassemblées à Los Angeles. Vidéos, statistiques de vente, témoignages défilaient sur l'écran géant. Ce que nous avons sous les yeux n'est pas un simple cas de discrimination, c'est une politique systématique qui va à l'encontre de tout ce que cette entreprise représente.
Richard Locard, directeur des opérations et proche allié d'Emerson Van, se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, Delilah, cela ressemble davantage à une croisade personnelle qu'à un véritable problème d'entreprise. Nos ventes à Los Angeles sont excellentes. Excellentes pour qui? Répliqua Delilah. Pour les clients blancs. Nous écartons littéralement des personnes prêtes à dépenser des centaines de milliers de dollars pour nos voitures. Le débat dura des heures. Certains membres du conseil semblaient sincèrement choqués par l'épreuve, tandis que d'autres, menés par Locard, minimisaient la situation ou proposaient de simples formations au lieu de mesures plus radicales. Le lendemain matin, Delilah déplia le Wall Street Journal avec des mains crispées. Le titre de l'article lui coupa le souffle. L'héritière de Carrington joue la carte raciale pour asseoir son pouvoir. Selon des sources, l'article citait des sources internes qui remettaient en question les motivations de Delilah, suggérant qu'elle exagérait des incidents isolés pour se débarrasser d'opposants au sein de la direction. « Comment ont-ils pu publier ça aussi vite » s'exclama Lévy, abasourdi. « C'est Locard, » répondit Delilah. « Il a des contacts dans la presse et il vient de déclarer la guerre. » Dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Des investisseurs inquiets commencèrent à appeler, d'autres journaux reprirent l'histoire, certains insinuant que Delilah instrumentalisait la question raciale pour détourner l'attention d'éventuels problèmes financiers. Quant à Emerson Van, loin d'être licencié, il donna plusieurs interviews dans lesquelles il défendait ses pratiques et affirmait que Delilah était déconnectée de la réalité du marché du luxe. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, la porte s'ouvrit. C'était Emerson. Elle pensa qu'ils devraient discuter directement, sans intermédiaire. « Nous devrions parler directement, sans intermédiaire », déclara-t-il en s'asseyant sans y être invité. « Nous n'avons rien à nous dire », rétorqua Delilah d'un ton glacial. « Au contraire, j'ai beaucoup à dire. » Emerson esquissa un sourire. « Par exemple, comment votre petite croisade commence à affecter la valeur de nos actions, ou comment plusieurs membres du conseil reconsidèrent votre position en tant que PDG. » Delilah soutint son regard. « Vous essayez de m'intimider, Emerson. » « J'essaie de sauver votre carrière », se pencha-t-il légèrement en avant. « Écoutez, nous savons tous comment fonctionne ce secteur. Les voitures de luxe se vendent à ceux qui peuvent se les offrir. Notre rôle est d'identifier ces clients rapidement, en fonction de leur origine, en fonction des probabilités. C'est du business, rien de personnel. Je sais que vous voulez bien faire, mais parfois, ce qui est bon pour l'entreprise n'est pas forcément ce qui est politiquement correct. Repliez-vous maintenant, et nous trouverons une solution discrète qui conviendra à tout le monde. » Une solution discrète. La colère monta en Delilah. Comment continuer à cacher cette discrimination systémique? Comment continuer à humilier des gens qui ont les moyens et l'envie d'acheter nos voitures? Réfléchissez bien, Delilah. Votre père a bâti cet empire en sachant quand se battre et quand reculer. Ce combat-là, vous ne le gagnerez pas. Lorsqu'il quitta la pièce, Delilah réalisa qu'elle retenait son souffle. Elle inspira profondément avant de décrocher son téléphone et d'appeler les siens. Il nous faut plus de preuves, quelque chose que même Locard ne pourra pas réfuter. Pendant ce temps, Gabriel Aragon n'avait pas fermé l'œil depuis 2 nuits. La menace d'Emerson était sans équivoque. Si quoi que ce soit filtrait sur les pratiques de la concession, il saurait d'où cela venait. Le lendemain, la situation s'aggrava. Un article de Bloomberg remettait en question la gestion de Delilah, citant des sources anonymes affirmant qu'elle cherchait à plaire aux militants plutôt qu'à diriger une entreprise de luxe. Dans le bureau de Delilah, l'ambiance était pesante. 3 membres du conseil ont appelé aujourd'hui, annonça Lévy. Ils s'inquiètent de l'orientation du récit. Delilah regardait son reflet dans la vitre, les cernes creusées, le visage tiré. Je commence à penser qu'ils vont gagner. Peut-être qu'Emerson a raison, peut-être que cette bataille est perdue d'avance. À cet instant, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Madame Carrington, j'ai quelque chose que vous devez voir. 2 heures plus tard, dans un parc isolé, Gabriel tendit une clé USB à Delilah. Ce sont des emails internes des 3 dernières années. Emerson et Locard y expliquent clairement comment maintenir une clientèle idéale. Il y a aussi des tableaux de vente classés par origine ethnique et des directives écrites sur la manière de décourager certains clients. « Pourquoi me donner ça maintenant ?» demanda Delilah. Les yeux de Gabriel s'embuaient. « Hier soir, ma mère a vu les infos sur vous. Elle m'a demandé quel genre de personne je serais si je me taisais pendant que quelqu'un d'autre se battait seul pour ce qui est juste. Je risque de perdre mon emploi, mais je refuse de perdre mon intégrité. » Le lendemain matin, le New York Times publia un article choc, « Discrimination systémique dans l'industrie du luxe ».
Des emails fuités révèlent des pratiques racistes. L'article détaillait les preuves fournies par Gabriel, extraits de courriels, directives internes, fichiers comptables. Les preuves étaient accablantes. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des clients partagèrent leurs propres expériences de discrimination dans des concessions de luxe. D'autres marques réagirent rapidement, publiant des communiqués pour affirmer leur engagement en faveur de la diversité. Le conseil d'administration de Carrington Luxury Cars convoqua une réunion d'urgence. Lorsque Delilah entra dans la salle, un silence pesant s'installa. Richard Lockhart, assis à côté d'une chaise vide, celle d'Emerson, semblait avoir pris 10 ans en quelques jours. « Ces emails sont authentiques ?» demanda sèchement Eleanor Graham, la présidente du conseil. Chacun d'eux confirma. « Et il y en a d'autres. » Après des heures de débat, le verdict tomba. Lockhart et Emerson étaient évincés, et un audit complet de toutes les concessions Carrington serait lancé. À sa sortie, Levy attendait. « J'ai appris qu'Emerson a essayé de supprimer tous ses emails dès que l'article est sorti, » dit-il. Trop tard. Delilah hocha la tête, épuisée mais victorieuse. Une bataille de gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. L'auditorium du siège de Carrington Luxury Cars était bondé de journalistes. Les flashs crépitaient sans relâche, tandis que Delilah montait sur scène. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'éviction de Lockhart et Emerson, et c'était sa première conférence de presse depuis. Elle ajusta le micro, balayant du regard les visages attentifs devant elle. « Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour parler du passé, mais surtout de l'avenir, de la façon dont nous allons transformer une crise en une véritable opportunité de changement. » Elle inspira profondément avant de poursuivre. L'enquête interne a confirmé ce que nous savions déjà. Des pratiques discriminatoires étaient bel et bien présentes dans plusieurs de nos concessions. Ce n'étaient pas des incidents isolés, mais le symptôme d'une culture qui, je dois l'admettre avec honte, a prospéré sous notre surveillance insuffisante. Un murmure parcourut la salle. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer une série de mesures qui ne sont pas de simples réponses à une crise, mais le début d'une nouvelle ère pour Carrington Luxury Cars. Derrière elle, les diapositives changèrent, affichant le programme Excellence pour tous. Premièrement, une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour l'ensemble de nos employés, avec un accent particulier sur les équipes commerciales. Deuxièmement, de nouveaux protocoles de vente garantissant un traitement équitable à chaque client. Troisièmement, la création d'un poste de directeur de la diversité et de l'inclusion, doté de pouvoirs réels pour surveiller et intervenir. Elle fit une pause pour prendre une gorgée d'eau, mais la mesure peut-être la plus importante est celle-ci, nous mettons en place un programme permanent de clients mystères. Régulièrement, des personnes de différentes origines, genres et âges visiteront nos concessions pour s'assurer que nos politiques sont respectées. Les résultats seront publics et transparents. Les questions des journalistes fusèrent immédiatement. Certains s'interrogeaient sur l'efficacité des mesures, d'autres sur leur impact financier. Delilah répondit avec calme et franchise concernant les coûts. Oui, ces changements représentent un investissement, mais le coût de continuer à exclure des clients potentiels est bien plus élevé, à la fois financièrement et moralement. À la fin de la conférence, une journaliste posa la question que tout le monde évitait. « Madame Carrington, en tant que femme noire occupant un poste de direction, comment se fait-il que vous n'ayez pas remarqué plus tôt ce qui se passait au sein de votre propre entreprise ?» Un silence pesant s'installa. Delilah fixa la journaliste droit dans les yeux. « C'est une question légitime. La vérité, c'est que j'ai échoué. J'ai cru à tort que ma présence à la tête de l'entreprise signifiait que nous avions dépassé certains obstacles. Je me suis trompée. Parfois, il faut descendre de son piédestal pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Cette expérience m'a appris que notre rôle ne se limite pas à ouvrir des portes. Nous devons aussi veiller à ce qu'elles restent ouvertes pour tout le monde. » 3 mois plus tard, le siège de Carrington Luxury Cars à Portland avait changé. De nouveaux visages occupaient des postes clés, notamment Gabriel Aragon, désormais responsable de la formation et de la culture inclusive. Dans une salle de réunion avec vue sur la ville, Delilah examinait les premiers résultats du programme. Les ventes auprès des clients noirs et latinos ont augmenté de 47% au dernier trimestre, annonça Levy en lui tendant un rapport. Et le plus intéressant, les ventes globales ont grimpé de 12%. Et nos concurrents ? Demanda Delilah. 5 des plus grandes marques de luxe ont annoncé des programmes similaires. Lux Motor nous a même contactés pour une mission de conseil afin de mettre en place ses propres réformes. Delilah esquissa un sourire, savourant ce moment de satisfaction. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Gabriel. « Désolé de vous déranger, mais je pense que ça pourrait vous intéresser. On vient de recevoir une lettre. » Elle tendit une enveloppe à Delilah,
qu'il ouvrit avec précaution. C'était une lettre de Thomson, le client dont la plainte avait tout déclenché. « J'ai acheté le Galaxy GT hier. Le vendeur a été respectueux, professionnel et passionné. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti comme un intrus dans une concession de luxe. Merci d'avoir fait la différence. » Delilah posa la lettre sur la table, submergée par une émotion inattendue. « Convoquez une réunion avec l'équipe marketing, dit-elle à Lévi. Je veux lancer une campagne nationale pour tous ceux qui en rêvent. » Ce soir-là, seule dans son bureau, Delilah observait les lumières de Portland scintiller dans la nuit. Elle pensa à son père, à l'héritage qu'il avait laissé et qu'elle était en train de transformer. Elle pensa à Gabriel, qui avait risqué sa carrière pour la vérité. Elle pensa à toutes ces personnes comme Thomson, qui méritaient d'être traitées avec dignité. Elle savait que la lutte contre la discrimination était loin d'être terminée. Il y aurait des résistances, des reculs, de nouveaux défis. Mais ce soir, en cet instant, elle s'autorisa à espérer. Son téléphone vibra, une alerte. Une autre marque de luxe était accusée de pratiques discriminatoires similaires. Delilah esquissa un léger sourire. La révolution dans l'industrie ne faisait que commencer, et elle était prête à mener le combat. Fermant son ordinateur portable, elle fixa l'horizon illuminé et se fit une promesse silencieuse. Cette victoire ne serait pas éphémère, mais le début d'un changement durable, un changement que son nom contribuerait à bâtir. Cette histoire nous rappelle que lutter pour ce qui est juste n'est jamais le chemin le plus facile. Il y aura toujours des résistances, des voix qui tenteront d'étouffer la vérité et des moments où abandonner semblera plus simple. Mais comme l'a découvert Delilah, une seule personne déterminée, soutenue par d'autres tout aussi courageux comme Gabriel, peut déclencher une révolution. Et vous, avez-vous déjà été témoin ou victime d'une discrimination que d'autres préféraient ignorer? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos expériences peuvent inspirer d'autres à faire preuve de courage et à agir pour le changement. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo. Tout comme Delilah a transformé son entreprise, nous pouvons transformer notre société, une conversation, un geste, une personne à la fois.